Alors pour ce dernier entretien, j'ai l'immense plaisir de recevoir notre invité d'honneur. Il m'aura fallu m'armer d'un peu plus de patience que de coutume pour l'avoir parmi nous ce soir, mais c'est bien normal, puisque Roselyne Bachelot a toujours un agenda ministériel. Pour vous raconter une anecdote, lorsque j'ai reçu la confirmation sur mon téléphone de sa réponse positive, il était très tôt le matin, j'étais à Londres en train de prendre l'Eurostar qui allait me ramener vers Paris. J'étais, vous savez, au passage de sécurité, je déposais ma petite valise rouge. J'ai été tellement heureuse et enthousiasmée de cette réponse que j'en ai oublié ma valise dans le tapis roulant. Je suis allée faire mes petites emplettes tranquillement et au bout de 15 minutes, je me suis rendu compte que ma valise n'était plus avec moi. Fort heureusement, remise de mes émotions, je l'ai retrouvée, je vous rassure. Alors, elle a traversé plusieurs vies publiques. Elle a été députée, ministre à plusieurs reprises, animatrice, chroniqueuse, autrice. Elle fait partie de notre histoire politique et culturelle, celle de notre pays. Et je crois qu'elle n'a jamais renoncé à ce qui la rend singulière, sa liberté, ses convictions, son humour et son franc-parler. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Madame Roselyne Bachelot. Dans les yeux, je vais tout vous dire. On y compte bien. Bonsoir Roselyne Bachelot. Bonsoir Laura. Merci d'être à nos côtés ce soir. Alors Roselyne, si vous le voulez bien, nous allons commencer par le commencement, parce que je crois qu'il en dit beaucoup ce commencement sur la suite de votre parcours. Vous avez grandi dans une famille catholique pratiquante, vous êtes l'aîné de votre sœur et de votre frère. Et vos parents sont tous deux chirurgiens dentistes, tous deux issus de milieux modestes. Ils ont eu des parcours qui ont été marqués par l'effort, par l'engagement, par la résistance. Ils ont été tous deux de grands résistants. Alors là, cette petite bouille, pardonnez-moi l'expression, mais cette petite bouille adorable, c'est vous. C'est la brune, moi. C'est la brune, c'est la brune. Les deux bouilles sont raté. Adorables. Elle a repéré une bouille sympa et c'est pas moi. C'est ma sœur. Donc vous êtes l'aîné de cette fratrie. Et je le disais, vos parents ont été donc de grands résistants. Vous avez été envoyé en pension chez les sœurs assez tôt, à l'âge de 8 ans. Vous y avez reçu une éducation stricte et pourtant vous racontez avoir été une enfant heureuse parce que, dites-vous, vous étiez profondément assurée de l'amour que vos parents vous portaient. Et lorsque l'on parle des trajectoires de femmes ambitieuses, je trouve qu'on évoque souvent la figure du père, celui qui autorise, celui qui encourage, celui qui ouvre le champ des possibles. Alors évidemment, dans cette histoire, il y a votre père Jean Narquin, qui a été résistant, gaulliste, député de Maine-et-Loire. Mais on parle peut-être un peu moins de l'influence, immense pourtant, de votre mère, Yvette Ledu. Une femme issue d'un milieu modeste, devenue chirurgien dentiste, à une époque, il faut se rendre compte, où c'était encore très peu commun pour une femme de conviction. Alors ma première question, Roselyne Bachelot, c'est qu'est-ce que vous ont transmis vos parents et peut-être plus particulièrement qu'avez-vous reçu de votre mère ? Bonsoir à toutes. Il y a quelques mecs qui sont égarés et que je salue avec une certaine solidarité. Car vous vous trouvez dans la situation où les femmes étaient quand j'ai commencé ma carrière politique. Bien fait. C'est toujours pour moi un sujet d'irritation parce qu'effectivement, quand on parle de moi dans les biographies, on évoque toujours mon père, évidemment, compagnon du général de Gaulle, résistant dans le maquis de Champeaux, et un homme avec une certaine notoriété qui fait partie des gaullistes historiques. Il m'a transmis le goût de l'action et le goût du sacrifice suprême. Mais en fait, celle qui a tout conditionné, c'est ma mère. Ma mère, Yvette Ledu, fille de Corentine. J'ai écrit d'ailleurs l'histoire de Corentine, placée domestique à 7 ans, vendue domestique à 7 ans, qui ne savait ni lire ni écrire.
Et la volonté de ma mère, à partir de ses origines, pas seulement modestes, parce que maintenant on n'imagine plus des choses comme cela, qui perd à la fois son père, son mari, son frère et les 2 gendres de la famille, qui sont tous morts à la première bataille de la Marne, en septembre 1914. Et elle va s'engager, et là, elle est adulte dans une usine d'armement. Elle tourne des obus de 75. Et elle est militante CGT pour l'égalité des salaires, ou du moins pour de meilleurs salaires pour les femmes, l'égalité. On n'y croyait pas vraiment. Mais ma mère, elle m'a transmis l'idée que seul le développement des capacités intellectuelles, l'étude, pouvait vous sortir de l'esclavage, vous sortir de l'asservissement. Elle disait à ma sœur et à moi, vous n'aurez pas de dot, mais vous aurez un diplôme. Et c'est vrai que cette idée qu'il fallait quelque chose de solide. Quand j'ai eu mon baccalauréat, très tôt, parce que j'étais une très très bonne élève, je me suis dit, je vais faire Sciences Po. Elle m'a dit, tout ça, ma petite fille, ce sont des métiers de saltimbanque. Elle n'avait pas tort. Il n'y a que 3 choses dans la vie, médecin, dentiste, pharmacien. Avec ça, tu trouveras toujours du boulot et tu assureras ta liberté. Elle m'a donné une clé de la liberté. Je ne suis pas un énarque sorti d'un cabinet ministériel, un assistant parlementaire qui rêve que son patron lui donne un poste. De toute façon, je regardais ma carrière politique. J'ai été élu 5 fois de suite à l'Assemblée nationale, ça devient une rareté. Mais je savais que si j'étais battu, c'était pas grave. J'avais un vrai métier. Et surtout, ma mère m'a donné 2 choses absolument indispensables. Ce goût de la liberté et de l'indépendance qu'on acquiert grâce à l'activité intellectuelle. Et surtout, elle a fait de moi une militante féministe enragée. Elle ne l'a pas fait avec un militantisme de comptoir. Elle l'a fait en appuyant son féminisme sur une construction intellectuelle. Elle m'a donné à lire Simone de Beauvoir, Margaret Mead, Betty Friedan, Virginia Woolf, toutes les grandes autrices féministes, parce que de la même façon que si on reprend la pensée fameuse de Gramsci, d'Antonio Gramsci, dans ses cahiers de prison, il n'y a pas de victoire politique sans victoire idéologique, il n'y a pas de combat construit qui ne soit basé sur une réflexion intellectuelle, philosophique, sociologique. Et ça, c'est ce que ma mère m'a appris. Quand un jour, je descends la cave et je trouve un livre. J'ai 12 ans et je me dis, mince alors, je lis, c'est tellement étrange, c'est tellement fort, que je lis des passages à voix haute. Et je dis à ma mère, je vais la trouver, je dis, écoute maman, je viens de découvrir un auteur que personne ne connaît. C'est quand même incroyable. Alors que c'est un écrivain immense. C'était Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline. Et pour ma mère, résistante dans le maquis des montagnes noires, c'est elle qui m'a appris à tirer au pistolet, non pas mon père. Méfiance. Elle m'explique à ce moment-là, elle, la résistante, la gaulliste, qui a accepté le sacrifice suprême, elle m'explique le débat actuel de l'homme et de l'œuvre. De la même façon, plus tard, elle me donnera à lire des amitiés particulières. Et là, elle me donne aussi une autre clé d'entrée dans un autre combat de ma vie, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle. C'est incroyable, la modernité de cette femme qui aurait 105 ans aujourd'hui. J'ai eu une chance faramineuse.
On voit évidemment à quel point votre éducation et l'influence de votre mère, vos parents et vos grands-parents. Et le livre dont vous parliez s'appelle Corentine. Il faut le lire, effectivement, c'est la biographie de votre grand-mère Alors, maternelle. les dialogues sont écrits en breton, parce que je suis bretonnante, et que ma grand-mère parlait le français avec beaucoup de difficulté. Sa langue maternelle, c'était le breton. Et c'est la raison pour laquelle... Mais ils sont traduits, hein. Rassurez-vous. Mais c'est aussi ce culte de la diversité, du respect des diversités, du respect des différentes cultures. Aucune culture, dans la lignée de Jacques Chirac, aucune culture n'est supérieure à l'autre. Et c'est aussi ça le legs de ma mère. On voit bien à quel point ce premier bagage forge une personnalité. Et en parlant de personnalité, regardez dans la photo qui suit à quel point est-ce qu'on perçoit la vôtre. Vous êtes adolescente, vous avez quel âge, Roselyne Bachelot? Là, j'ai 14 ans. Vous avez 14 ans. Regardez à quel point déjà vous êtes belle, déterminée. À quel point on perçoit ce caractère déjà au travers de cette photo qui, je trouve, est saisissante. Je ne sais pas. Je me trouvais très laide. Il faut dire que j'avais une sœur qui était une beauté extraordinaire. C'était Grace Kelly, ma sœur. C'est une blonde aux yeux bleus. Et moi, je ne correspondais absolument pas aux critères de la beauté féminine des années 50, avec des lèvres très minces. Et il fallait être blonde, les brunes étaient moches. Et puis ensuite, évidemment, les brunes qui ne comptent pas pour des prunes vont bouffer les blondes. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais d'une certaine façon, le fait d'être catalogué comme quelqu'un de laid, c'est comme ça, m'a donné une force extraordinaire. C'est un peu le truc de Michel Blanc. Ne mise pas tout sur le physique. Sur un malentendu, ça peut marcher. Je pense que nous avons toute la référence. Voilà. Vous avez connu un parcours brillant. Vous êtes donc docteur en pharmacie, député, plusieurs fois ministre. Alors ministre de l'écologie, ministre de la santé et des sports, ministre des solidarités, puis de la culture. Vous avez évidemment, au milieu de tout ça, évolué dans un univers de pouvoir très masculin, très codifié, où les femmes devaient souvent prouver 2 fois plus. Et évidemment, vous avez essuyé le sexisme paternaliste, dissimulé derrière des compliments sur votre charmant sourire au Conseil général. Et je pense qu'on serait assez intéressé d'avoir cette histoire, cette anecdote. Et aussi un sexisme beaucoup plus brutal jusque dans l'hémicycle. Ma question, c'est comment avez-vous fait pour finalement ne jamais laisser ces injonctions, voire ces intimidations rétrécir votre voix pour préserver votre singularité? Vous avez voulu mettre cette soirée sous le signe de la transmission. Et ce qui m'a donné de la force, c'est qu'effectivement, je me suis dit que dans ce monde d'hommes où nous étions si peu nombreuses, j'arrive à l'Assemblée nationale en 1988, nous sommes 5% de femmes. Je suis la seule femme membre du Conseil général de Maine-et-Loire. Je vais être ensuite au Conseil régional des Pays de la Loire. Je suis la seule femme membre de la commission exécutive. Ça réjouissait un certain nombre de femmes. Par pure bonté d'âme, car je suis extrêmement bienveillante et incapable de la moindre méchanceté. Quand j'arrive à l'Assemblée nationale, une éminente personnalité du RPR qui a occupé des fonctions majeures, j'arrive escorté d'une réputation de féministe. On aurait dit que j'avais vendu du beurre aux Allemands, c'était à peu près la même chose. Me dit oh non, mais t'es complètement folle de te battre pour les femmes. Tu comprends, si on reste très peu nombreuses, les caméras de télévision se porteront plus facilement vers nous. Comme dit Françoise Parturier, les femmes qui franchissent les arcs de triomphe et qui claquent ensuite la porte derrière elles. Et je me suis dit, il faut qu'on chasse en meute. Et je crois que c'est ce que vous faites.
Et c'est vrai que quand j'arrive élu au Conseil général de Maine-et-Loire, c'était en 82, mon père m'avait dit, il faut que tu ailles dans un canton où tu n'as aucune chance, hein, parce que sinon on dira toujours que tu es ma fille. Non, Mitterrand avait fait 60% des voix, il y avait un conseiller général socialiste super sympa, bon très bien, imbattable. Les gars ne se sont pas gênés, ils m'ont donné évidemment l'investiture, les gars de la droite, ils se sont dit de toute façon, elle va se manger une tôle, on va en être débarrassé. Ils s'étaient trompés. Et donc j'arrive au Conseil général de Maine-et-Loire, on était derrière la porte, on était 5 nouveaux conseillers généraux, tout le monde était présenté successivement par ses qualités professionnelles, associatives. J'étais derrière la porte, je me dis, c'est mon tour, on va parler de moi. Et Madame Bachelot, dont chacun connaît le charmant sourire, c'est la seule présentation que j'ai eue. Je me suis dit, bande de cons, ça ne va pas se passer de la façon dont vous pensez. Et effectivement, dans ce conseil général, il y avait des agentes qui étaient harcelées par le président de la commission du personnel, évidemment. Et quand elles ont vu qu'une femme était au Conseil général de Maine-et-Loire, elles se sont dit, elle va nous défendre. Elles avaient tapé à la bonne porte. Je vais donc trouver le président du Conseil général, un sémillant jeune homme de 82 ans. Et je lui explique que ce n'était pas possible que cette personne reste président de la commission du personnel. J'ai cru qu'il allait m'agresser. J'étais dans le bureau, il s'est approché de moi jusqu'à pratiquement me coincer contre le mur. Et il a cette phrase terrible, « Vous apprendrez, madame, qu'entre vous et lui, c'est toujours lui que je choisirai. » Je lui dis, vous le choisirez peut-être lui, mais moi j'irai au tribunal avec ces femmes et je serai à leur côté. 2 jours après, le gars était viré. Ces types ne connaissent que la violence. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a amené à, par exemple, toujours bâtir des listes paritaires quand j'étais au scrutin de liste. Et c'était très drôle parce que il y a ce que j'appelle le syndrome de la photo de groupe. Quand je disais à mon père, politicien madré, qui n'était pas le plus réactionnaire de la Terre, quand je lui disais que je faisais des listes paritaires, il me dit « Mais où tu les as trouvées ?» Et c'était quand même incroyable, parce que toutes ces femmes, il les connaissait une par une. J'appelle ça le syndrome de la photo de groupe, car vous verrez, quand vous êtes représenté dans une photo de groupe, vous ne voyez que vous. Le problème des hommes, c'est qu'ils ne voient qu'eux. C'est ça, la difficulté. Et j'ai toujours bâti des listes paritaires, puis ensuite je suis rentré vraiment dans ce qui a beaucoup compté pour moi, avec mon amie Gisèle Halimi. Nous avons bâti la liste paritaire et nous avons évidemment mené ce combat gagnant, mais où il reste encore beaucoup de batailles à mener. Mais c'est ce que j'explique quand souvent je suis invité par des associations de femmes élues. Je dis, vous savez, vous en tirez si vous chassez en meute. Et tout de suite, je leur donne 2 exemples. Le mansplaining et le interrupting. Je dis, si vous n'êtes pas solidaire, parce qu'en fait, vous allez donner une idée, un homme va vous la voler à la suite sans vous citer. Il faut le faire non seulement avec vos copines, mais aussi avec vos concurrentes et vos adversaires. D'ailleurs, pour critiquer l'idée qu'elles ont, pour combattre l'idée qu'elles ont donnée s'il s'agit d'adversaires. Mais vous reprenez la parole, et comme l'a dit Jeanne Campion, idée qui a été reprise par Monsieur Dugenoux, là, pour bien dire qu'il a imité, vous ressourcez, réidentifiez. Et pareil, sur le interrupting, je leur dis, vous posez votre téléphone portable et vous minutez le temps
où on va couper le temps au bout duquel on va couper la parole aux femmes. Et vous allez vous rendre compte que c'est la moitié du temps accordé aux hommes. Et là, vous dénoncez. Vous dénoncez, dénoncez, dénoncez. C'est l'un de vos engagements et ce n'est pas le seul. J'aimerais que l'on revienne sur l'un des grands moments de votre vie politique. Alors nous sommes en 1998. Les couples homosexuels ne disposent alors d'aucune reconnaissance juridique, c'est-à-dire que face à la maladie, face à la mort ou à la succession, le compagnon ou la compagne peut encore être considéré comme un étranger et n'avoir aucun droit. Le PACS pourtant propose un cadre légal aux couples non mariés, mais il déclenche une tempête politique, parce qu'il est perçu par une partie de la droite notamment, comme une menace pour la famille et pour l'ordre social. Et le 7 novembre 1998, malgré l'opposition, j'insiste, de votre camp, vous montez à la tribune, et je trouve qu'il y a là-dedans cette liberté de penser, mais aussi cette liberté d'action, puisque vous montez à la tribune pour prendre la parole, pour défendre le texte, pour voter en sa faveur, et vous êtes la seule au sein du groupe RPR, au sein de votre famille politique, de toute la droite. Il faut mesurer, je pense, la liberté de penser et le courage, parce qu'il y a la pensée, c'est une chose, et après la transformer en acte, c'en est une autre. Le PACS sera voté 1 an plus tard. Cette prise de parole, elle est reconnue aujourd'hui comme l'un des plus grands discours parlementaires de la Ve République. Vous pourrez la retrouver assez facilement sur les plateformes. Vous avez reçu, suite à ça, Roselyne, des milliers de lettres. Des lettres d'injures. Vous avez été convoquée, je crois, par l'archevêque d'Angers. Des lettres aussi, des lettres d'amour et de gratitude. Et vous dites quelque chose de très fort, c'est que les plus difficiles à recevoir, ce n'étaient pas les lettres d'injures. C'était les lettres d'amour parce qu'elles vous obligeaient. Quel est votre plus grand héritage, je dirais, moral, celui qui vous a le plus obligé ? C'est vrai que ce discours compte beaucoup. À chaque fois, l'émotion est considérable. Quand des gens m'arrêtent dans la rue, pratiquement 30 ans après, et récitent par cœur mon discours. Est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, un ministre ou un député dont un passant récite par cœur les discours ? À mon avis, ils ne sont pas des masses. Et c'est vrai que la chance d'être dans la politique avec des convictions structurées qui viennent de loin. Si je fais le discours sur le PACS, c'est que depuis 10 ans, je milite pour le contrat d'union civile et sociale avec des camarades. On va dans la maison de la culture Salvador Allende, dans une banlieue pourrie, pour défendre ça devant 3 personnes. J'essaie pas d'avoir un truc à la mode. Ça m'intéresse pas. Si vous regardez les sondages, les études d'opinion en disant ça c'est un bon coup, il faut penser comme ça, vous avez le destin d'une feuille morte, comme disait le philosophe. Non, j'ai des convictions tout à fait ancrées qui m'ont amené à souvent la solitude. Je suis dans mon groupe la seule à voter la loi tabac-alcool, la loi Evin. Et alors que je devais monter à la tribune pour défendre cette loi de santé publique en 1991, le président du groupe me dit que non, on allait fâcher les lobbies qui finançaient le RPR, et le gars qui est monté à la tribune, c'est le député de la région de Cognac. Cherchez l'erreur. Et pareil sur les lois qui ont accompagné ensuite l'avortement. Ça me fait marrer l'histoire de la canicule. Quand je suis ministre de l'écologie en 2003, je déclare à la fin du siècle, l'été 2003 apparaîtra frais. Je me suis fait moquer par la terre entière. Il y a un journaliste de RTL qui a fait 10 minutes de moquerie sur cette déclaration. Et je ne parle pas du reste. Mais la vengeance est un mets délicieux.
Ces types maintenant, ils rasent les murs. Les gars qui m'ont condamné pour les masques. Ah, c'est bon. Mais c'est bon. Mais le général de Gaulle dit dans ses mémoires une phrase très belle: la solitude était ma compagne, elle est devenue mon amie. Et ça, je l'ai toujours ressenti. Et tous ces moments, qui sont des moments difficiles, bien sûr, ces moments de solitude, d'isolement, c'est pas drôle d'avoir dans sa circonscription des gens dans une association qui s'appelle Avenir de la Culture, qui distribue 30 000 carnets à souche. Un carnet à souche à envoyer à l'évêque pour qu'il m'excommunie. Quand j'ai reçu Monseigneur Aupetit, archevêque de Paris, pour le chantier de Notre-Dame, je lui ai dit: monsieur, parce que je me refuse absolument à appeler ces gars-là Monseigneur, il ne manquerait plus que ça, et mon père encore moins. Je lui dis: on va très bien s'entendre, mais je vous préviens, je considère que l'Église est une organisation criminelle. Le gars n'a rien dit. Il s'est enquillé ça. Quant à l'autre volet, il était destiné à mon président de groupe pour m'exclure du groupe RPR. C'était Jean-Louis Debré, qui ne m'a pas exclu, bien sûr. Et donc, il a dit: donc ça vaut une décoration, ça. Être combattu par des cons, mais c'est jouissif. Et ça, c'est ma vie. C'est ma vie. Et j'ai eu beaucoup de chance, hein. Beaucoup de chance. Je crois qu'on la provoque un peu, cette chance. Vous êtes en tous les cas une femme de combat, c'est à n'en pas douter, d'engagement. Et il y a des héritages également qu'on honore mieux en les transformant. Et transformer, parfois, ça peut aussi vouloir dire regarder les silences en face, parce que ces silences finissent par devenir assourdissants. Dans votre livre, que chacune et chacun des personnes présentes ici trouvera dans son sac, ce livre s'appelle « Une omerta française, secret d'enfance ». Vous vous attaquez précisément à une transmission très particulière, celle du silence autour des violences faites aux enfants. Alors, il se trouve ça nous semble d'actualité parce que nous en parlons dans les médias, mais le problème, c'est que ce n'est pas une actualité. C'est là depuis bien trop longtemps. Vous racontez, Roselyne, que vous n'aviez initialement pas décidé d'écrire ce livre, mais que l'affaire Betaram notamment, puis les témoignages reçus, parfois d'inconnus, lors de rencontres, parfois d'amis très proches, ont fait ressurgir finalement un paysage beaucoup plus vaste. Et alors vous vous apercevez qu'il ne s'agit pas d'un petit encart dans l'histoire collective, mais que ces violences faites aux enfants sont constitutives de notre société. À quel moment est-ce que vous avez compris que vous ne pouviez plus seulement savoir, mais qu'il vous fallait parler, ou plutôt même écrire ? D'abord, je suis un écrivain, ou plutôt une écrivaine, puisque ceci est mon 16e ouvrage. J'écris des choses très différentes, des essais politiques, des romans, une biographie de Verdi. Donc la structuration de la pensée par l'écriture est quelque chose qui compte énormément pour moi. Et les récits qui ont bâti mes convictions sur ce sujet de cette société des violences, où règnent les violences faites aux enfants, datent de loin, puisque je commence par cette histoire de la meilleure amie de ma mère, Marianne, qui est violée par un prêtre dans le parloir du couvent. Elle est enceinte, elle va se suicider en se jetant dans le puits qu'il y a dans la cour de l'institution. On va l'en tirer, on va convoquer ses parents. Elle sera jetée dans un trou sans aucun sacrement, sans aucun accompagnement, puisque quelqu'un qui se suicide est excommunié. Et ma mère était d'une
d'un militantisme sur ce sujet. Elle était extrêmement précautionneuse. Quand elle a appris que l'aumônier du couvent nous recevait en tête-à-tête pour des entretiens qu'il baptisait cœur à cœur, où il ne parlait que de cul, ma mère, je la revois toujours, je lui raconte ça en rentrant de pension. On prenait un petit goûter ensemble, on se racontait notre semaine. Et passez-moi la mère supérieure. J'apprends que ma fille a des entretiens en tête-à-tête avec l'aumônier. J'interdis formellement ce genre de rencontre. Si elle devait continuer, je reprendrais ma fille avec moi, elle partirait de l'institution. Et ça, c'était quelque chose de très fort. Et puis, un autre fait, mon oncle a été violé par également un frère des écoles chrétiennes. Il va enfouir ça, parce que quand il aura cessé de plaire, on le renverra de l'institution en disant qu'il n'était pas capable de faire des études. Mon oncle lisait guerre et paix dans le texte, pour quelqu'un qui ne pouvait pas faire d'études. Et il va être placé apprenti tailleur comme son père. Et puis il va devenir juré d'assises, et justement, sur un procès de pédophilie. Et sous le choc de réminiscence, il va être 8 mois muet. Et le psychothérapeute qui le suit lui explique quelque chose de très fort. Quand petit à petit il va se sortir de cet épisode mutique, il va dire c'est parce que vous vous sentez coupable. C'est vous la victime qui vous sentez coupable. Vous allez aller à la rencontre, vous allez rechercher, vous allez faire une enquête et vous allez retrouver des camarades. Et retrouve les camarades. Et tous ont subi des violences sexuelles, tous dans l'institution. Et il va aller trouver l'évêque de Vannes. À ces gars-là, c'est toujours la même chose. D'abord, ils attaquent. C'est pas vrai ce que vous racontez. Ensuite, ils minimisent. Oui, c'était... Et mon oncle a une phrase que je trouve assez bonne et je me permets de... Il lui dit parce qu'une bite dans le cul, c'est un geste de tendresse. Le gars va avoir du mal à réagir. Puis ensuite, l'appel à la discipline et le respect de l'Église. Et il se trouve que je raconte ça à une amie qui s'appelle Françoise Labro, qui est la femme de Philippe Labro. Il y a 3 ans, un moment où on ne parlait pas encore du tout de Bétarame, de tout ça. Elle me dit, Roselyne, il faut que tu racontes ça. Il faut que tu racontes. Et je raconte évidemment dans ce livre, qui est sorti avant toute cette discussion, toute cette polémique, je raconte cette omerta française, parce que je trouve ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'on parle des fautes du gouvernement, de la gendarmerie, de la magistrature. Mais ce dont on ne parle pas, c'est de la violence de la société. Parce qu'enfin, dans ces histoires-là, tout le monde est au courant. Et personne ne dénonce. C'est quand même incroyable, à chaque fois. On dit, les voisins, ils savaient. Les professeurs, ils savaient. Tout le monde sait. Parce que quand il y a 160 000 enfants au moins violentés par an, ça signifie qu'il y a des millions de personnes qui sont au courant. Mais ça, personne n'en parle. Parce qu'on est bien chacun, derrière nos lâchetés, à attaquer le gouvernement, ou les juges, ou les magistrats. Mais parce que c'est plus confortable pour nous. Pour nos lâchetés individuelles. Merci d'avoir pris la plume au travers de ce livre et merci d'en parler. L'une des dernières questions que je souhaitais vous poser, c'est au sujet
de la mort, et je vous rassure, ce n'est pas morbide, ce n'est pas triste, parce que la question de la mort vous accompagne. De toute façon, on n'y achèvera pas, alors. Je vous le... C'est un scoop. Breaking news. Cette question de la mort, Roselyne, elle vous accompagne, et non pas de manière morbide, mais comme une présence qui oblige à regarder l'existence justement avec lucidité et d'apprivoiser la fin. Vous dites « je parle avec ma mort ». Ma question, puisque nous sommes sur la transmission, c'est est-ce que penser à sa propre finitude change ce que l'on choisit de transmettre ? D'abord, ça change parce que ça donne un goût de la vie de chaque minute. Quand je pense qu'il y a des gens qui disent « je m'ennuie ». Au secours. Tout est bien, tout est extraordinaire. Les copains, les enfants, les gens qu'on rencontre, vous. De passer cette soirée, ce début de soirée avec vous. Quand j'ai été aux portes de la mort avec le Covid et qu'on m'a donné l'extrême onction, pour moi la mécréante, mais on ne sait jamais, hein. Bon, l'aumônier de l'hôpital Bégin est venu et il m'a dit cette phrase, qui est une phrase de Jean-Paul II. La vie est un cadeau que Dieu nous donne. Il ne faut pas l'abîmer dans la tristesse. Il ne faut pas l'abîmer dans la tristesse. Et ça, vraiment, c'est un talisman que je vous donne en cette fin de soirée, oui. Et c'est ça que vous donne la mort. Et le sentiment de cette finitude, c'est que vous devez tout donner à la vie jusqu'au dernier moment. Ne l'abîmez pas dans la tristesse. Merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de votre présence ce soir. Merci beaucoup.